Le soleil perçait à travers les rideaux du petit appartement douillet, tandis que Bernard préparait à manger pour sa fille, Florence. L'odeur des œufs au plat et du bacon flottait depuis la petite cuisine, alors que Florence, une fillette vive de 11 ans, était assise à la table à manger, faisant ses devoirs. Bernard avait élevé Florence tout seul, depuis que sa femme Béatrice était décédée de problèmes cardiaques 3 ans auparavant. Chaque moment passé ensemble était précieux. « Papa, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un chaton ?» demanda Florence, en mâchant sa tartine, ses yeux brillants d'espoir croisant les siens. « Léa et Chloé ont toutes les deux des chatons, et je promets de m'en occuper. Je le nourrirai, je le nettoierai, tout ça. » Bernard s'arrêta un instant, réfléchissant à ce qu'elle avait demandé. Leur minuscule logement n'était pas l'idéal pour un animal, et son travail à l'usine payait à peine les factures. Voyant à quel point elle le désirait, il commença à céder. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être qu'on pourra aller au refuge ce week-end et jeter un coup d'œil. » Le visage de Florence s'illumina alors qu'elle lui faisait un gros câlin. Après avoir fini de manger, Bernard conduisit Florence à l'école élémentaire Jules Ferry, lui disant d'être sage à l'école et d'apprendre beaucoup. « Je viens te chercher à 16h30, lui dit-il en lui embrassant la tête. « Reste avec tes copines et ne traîne pas toute seule. » Bernard travaillait toute la journée dans une usine de l'autre côté de la ville, faisant fonctionner de grosses machines et aidant à fabriquer de nouvelles pièces automobiles. C'était un travail difficile, mais il aimait créer quelque chose de nouveau. Alors que l'après-midi s'assombrissait, il vit à la météo qu'il allait pleuvoir très fort. Alors, il envoya un message à Florence. « Grosse tempête arrive. Rentre directement après l'école et attends-moi. » Florence reçut le message alors qu'elle était avec ses amies, Léa et Chloé, dans la cour de l'école. Elle jouait depuis un moment et il était déjà plus de 16 heures. « Il faut que j'y aille, » dit Florence, leur montrant le message. Mon père s'inquiète pour la pluie. Ses amis l'accompagnèrent à l'arrêt de bus, parlant de ce qu'elle ferait le week-end. « À lundi, » dit Léa, alors que Florence montait dans le bus. Le trajet jusqu'à la maison durait habituellement une vingtaine de minutes, et Florence aimait regarder la ville par la fenêtre. Elle se sentait plus grande en voyageant seule, même si Bernard venait tout juste de l'y autoriser. Lorsque Florence descendit du bus, la pluie commença. Elle marcha plus vite, relevant sa capuche alors que la pluie légère se transformait en une grosse tempête. Les rues étaient presque vides, car la plupart des gens étaient à l'intérieur. Florence se dépêcha dans la rue qu'elle prenait toujours, ses chaussures faisant du bruit sur le sol mouillé. Au même moment, Bernard terminait son service et rentrait chez lui, pensant que Florence était en sécurité dans leur appartement. Lorsqu'il ouvrit la porte et n'entendit rien, il s'inquiéta. « Florence !» appela-t-il, regardant dans sa chambre, puis dans la salle de bain, puis dans tous les recoins de leur petite maison. Son sac d'école n'était pas près de la porte et ses chaussures n'étaient pas là où elles devraient être. De plus en plus inquiet, Bernard appela le téléphone de Florence, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Il appela la mère de Léa qui lui dit qu'elles avaient déposé Florence à l'arrêt de bus quelques heures auparavant. Bernard paniqua, prit ses clés et conduisit rapidement jusqu'à l'arrêt de bus, appelant le nom de Florence et demandant aux gens s'ils avaient vu une jeune fille aux cheveux bruns et au manteau rouge. La pluie continua de tomber tandis que Bernard chercha toute la nuit. Il appela la police et leur dit qu'elle avait disparu, mais ils lui dirent d'attendre le matin car elle n'était partie que depuis quelques heures. Bernard ne pouvait pas dormir et il passa toute la nuit à arpenter les rues et à appeler les hôpitaux. Le lendemain matin, il y eut une terrible nouvelle. Un homme promenant son chien avait vu quelque chose dans la Seine qui traverse le parc des Buttes-Chaumont. L'inspecteur Georges Lemaire et son partenaire, l'agent Dubois, allèrent voir. En s'approchant de l'eau, Lemaire eut un mauvais pressentiment. Le petit corps dans un sac plastique était celui d'un enfant. « Appelez le médecin légiste, » dit Lemaire à Dubois, « et vérifiez si quelqu'un a signalé la disparition d'un enfant. » Lemaire pensait que le corps était dans l'eau depuis 1 jour et demi, et comme il était caché, il semblait que quelqu'un avait fait quelque chose de mal.
Lorsque Bernard reçut l'appel de l'inspecteur Lemaire, il eut l'impression que son monde s'effondrait. À la morgue, il reconnut Florence à son visage et à ses vêtements. La fillette joyeuse qui lui avait fait un câlin d'au revoir était maintenant froide et immobile sur une table en métal. Lemaire interrogea doucement Bernard sur les amis de Florence, si quelqu'un ne l'aimait pas ou si elle avait agi étrangement. Mais Bernard se contenta de secouer la tête. Le médecin légiste trouva quelque chose de terrible que Lemaire ne dit pas au père endeuillé. Florence avait été gravement blessée par certaines personnes avant d'être tuée. Il y avait des éléments qui montraient qu'au moins 3 personnes avaient participé, et c'était très violent, donc cela ne ressemblait pas à un simple acte aléatoire. De retour au commissariat, Lemaire et Dubois regardèrent les vidéos de l'arrêt de bus et des environs. Ils virent Florence descendre du bus, puis elle disparut. Ils virent également un étrange fourgon noir garé près de l'arrêt de bus, au moment où Florence aurait dû rentrer chez elle. Lorsqu'ils rendirent la vidéo plus claire, ils purent voir la plaque d'immatriculation du fourgon et une partie du visage du conducteur. Le fourgon appartenait à Arthur Martin, un homme de 40 ans qui vivait près de l'ancienne gare de marchandises. Lorsque la police se rendit chez Martin, il était dans sa cour, nettoyant très fort l'intérieur du fourgon. « Est-ce votre fourgon, monsieur Martin ?» demanda Lemaire, s'approchant lentement. Arthur eut l'air effrayé, et ses mains tremblaient. « Oui, mais mon fils Théo l'utilise parfois. Il a 19 ans et vit ici avec moi. » En regardant le fourgon, Lemaire vit quelque chose de brillant coincé entre les sièges. C'était le téléphone de Florence, et quand Arthur vit Lemaire le trouver, il devint blanc comme un linge. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là, » dit-il. La police emmena Arthur pour l'interroger, mais il dit qu'il était au travail lorsque Florence a disparu. Quelqu'un confirma qu'il était au travail, mais le fait que le téléphone de Florence se trouve dans son fourgon était un gros problème. Arthur finit par dire que son fils, Théo, avait utilisé le fourgon ce soir-là. Théo Martin était un jeune homme qui avait commis quelques petits délits et consommait des drogues. Lorsque la police se rendit chez son ami où il séjournait, il était très effrayé. 2 de ses amis, Antoine Moreau et Kevin Garnier, étaient également présents et ils avaient tous l'air d'avoir consommé des drogues récemment. Lorsqu'ils les interrogèrent, ils finirent par dire la vérité. Théo, Antoine et Kevin se promenaient en fourgon lorsqu'ils virent Florence marcher seule sous la pluie. Parce qu'ils étaient ivres, ils décidèrent d'aller lui parler. Ils attrapèrent Florence et la conduisirent chez Kevin pendant que ses parents étaient absents. Ce qui s'est passé ensuite était trop terrible pour que Lemaire le raconte à Bernard. Les 3 jeunes hommes avaient torturé Florence pendant des heures, enregistrant ce qu'ils faisaient sur le téléphone de Kevin. Lorsqu'ils réalisèrent la gravité de leurs actes, ils eurent peur et tuèrent Florence pour qu'elle ne puisse rien dire à personne. Ils mirent son corps dans un sac plastique et le laissèrent dans la Seine lorsqu'il faisait nuit. Bernard se sentait triste et coupable. Il pensait que c'était de sa faute de ne pas être allé chercher Florence à l'école, de l'avoir laissé prendre le bus seul et pour chaque choix qui avait mené à cela. Il commença à prendre le même bus que Florence avait pris, refaisant son dernier trajet et réfléchissant à ce qu'il aurait pu faire différemment. Un jour, Bernard était dans le bus et entendit un reportage aux informations sur le corps de Florence retrouvé. Le journaliste dit que la police enquêtait sur certaines personnes et que cela pourrait ressembler à d'autres crimes dans la région. Ce soir-là, Bernard reçut un SMS du téléphone de Florence. Il sentit son cœur battre plus vite en lisant « Antoine Moreau et Kevin Garnier ont tué ta fille. Antoine habite au 22 rue des Lilas. Théo Martin était là aussi, mais ils l'ont attrapé. Je suis désolé. » Le message venait de Théo, qui avait pris le téléphone de Florence au commissariat pendant la confusion générale. Il se sentait mal et avait peur de ses amis. Alors il dit au père de Florence qui étaient les autres personnes impliquées. Bernard regarda le message pendant un long moment, et sa tristesse se transforma en colère. Il appela le numéro d'Antoine Moreau, mais personne ne répondit. Il avait besoin de savoir ce qui s'était passé et d'obtenir justice, alors il se rendit à l'adresse indiquée dans le message.
Antoine Moreau vivait dans une vieille maison de banlieue avec sa mère, qui travaillait dans un restaurant le soir. Lorsque Bernard arriva, la maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans la cave. La porte d'entrée était ouverte, alors il entra silencieusement, se sentant effrayé et en colère. Dans la cave, Bernard vit Antoine assis devant un ordinateur, regardant la vidéo de ce qui était arrivé à Florence. Le jeune homme ne semblait pas s'en soucier du tout, et il riait même. Bernard était horrifié et furieux, alors qu'Antoine regardait sa fille se faire torturer. Bernard ne put plus contenir sa colère et entra dans la lumière. « C'est ma fille », dit-il doucement, sa voix tremblant. Antoine se retourna surpris. Il était plus petit que Bernard ne le pensait, probablement environ 17 ans, avec des cheveux en bataille et des boutons. « Qui êtes-vous » demanda Antoine, essayant de fermer l'ordinateur. « Je suis le père de Florence », dit Bernard en s'approchant, « la fille que vous avez tuée. » Antoine n'avait plus peur. « Vous ne pouvez rien prouver, dit-il. Je suis jeune. Même s'il m'attrape, je serai dehors dans quelques années. » Bernard se jeta en avant et poussa Antoine au sol. Ils se battirent violemment, renversant des objets. Antoine était plus jeune et plus rapide, mais Bernard était fort car il était triste et en colère. Bernard saisit une barre de métal d'un projet sur lequel Antoine travaillait et le frappa avec, le tuant sur le coup. Bernard respirait fort alors qu'il se tenait au-dessus du corps d'Antoine, se sentant à la fois heureux et terrible. Il prit des photos de ce qui s'était passé avec son téléphone, puis regarda l'ordinateur d'Antoine. Il trouva d'autres vidéos qui le rendirent malade. Antoine avait torturé au moins 2 autres jeunes filles, donc il semblait qu'il faisait cela souvent. Bernard nettoya pour que personne ne sache qu'il était là, puis utilisa le téléphone d'Antoine pour envoyer un message à Kevin Garnier. « Je pars en voyage pour acheter une voiture. Retrouve-moi chez moi demain à minuit. Viens seul. » L'inspecteur Lemaire arriva chez Antoine le lendemain matin après que la mère d'Antoine eut appelé. Elle avait trouvé le corps de son fils dans la cave et était très bouleversée. Lemaire constata la violence de la scène et commença à recueillir des éléments de preuve. En regardant l'ordinateur d'Antoine, Lemaire trouva les horribles vidéos de Florence et d'autres filles. Les vidéos montraient ce qui s'était passé et que d'autres personnes étaient impliquées. Lemaire trouva également des éléments qui indiquaient que Bernard était venu, comme ses empreintes digitales et son ADN. Ils essayèrent d'appeler Bernard, mais il ne répondit pas, et lorsqu'ils fouillèrent son appartement, ils trouvèrent des vêtements tachés de sang dans la machine à laver. Ils déclarèrent Bernard suspect, mais il avait disparu. Kevin Garnier fut arrêté chez lui, où ses riches parents engagèrent des avocats et planifièrent sa défense. Ils dirent que Kevin n'était qu'un adolescent désorienté qui avait été manipulé par des personnes plus âgées et mal intentionnées. Les parents se souciaient plus de leur réputation que de ce que leur fils avait fait. Au commissariat, le maire rencontra les parents d'une autre victime d'Antoine, une jeune fille de 15 ans nommée Alice, qui s'était suicidée après que les personnes qui l'avaient torturée l'eurent menacée. Le père d'Alice, Pierre, était triste et en colère que la police n'ait pas aidé sa fille. « Ces garçons ont ruiné ma petite fille », dit Pierre en pleurant. « Ils ont filmé ce qu'ils ont fait et ont dit qu'ils mettraient la vidéo en ligne si elle en parlait à qui que ce soit. Elle ne pouvait pas vivre avec la honte. » Le maire se sentait mal à propos de ces affaires, car il savait que la loi ne punissait pas toujours suffisamment les gens pour ces crimes terribles. Il avait vu des jeunes gens recevoir de petites peines et recommencer à faire de mauvaises choses. Bernard s'était rendu dans un chalet qu'il avait loué quelques mois auparavant pour s'évader avec Florence. Le chalet était dans les montagnes, loin de la ville. Il était donc difficile à trouver. Il passait ses journées à regarder les éléments de preuve qu'il avait trouvés et à planifier ce qu'il allait faire à propos de Kevin Garnier. Bernard était aidé par une femme nommée Claire, qui vivait près du chalet et l'avait vu aux informations. Elle ne dénonça pas à la police, mais décida de l'aider après avoir entendu parler de la mort de Florence. Claire avait perdu sa propre fille à cause d'un chauffard ivre des années auparavant et savait ce que Bernard ressentait. « Je sais ce que vous traversez, » dit-elle en lui donnant de la nourriture et des choses dont il avait besoin.
La loi n'a pas non plus aidé ma fille. L'homme qui l'a tuée a été en prison pendant 2 ans et a été libéré après 1 an et demi. Claire aida Bernard à planifier comment trouver Kevin, en utilisant sa connaissance de la région et en connaissant des gens qui n'aimaient pas la police. Elle lui donna également un pistolet qu'elle dit avoir appartenu à son mari. L'inspecteur Lemaire avait découvert que Bernard s'était rendu chez Antoine et avait parlé au garagiste qui avait été blessé. L'homme raconta à Lemaire comment Bernard avait agi, et Lemaire comprit que le père endeuillé devenait dangereux et pourrait faire quelque chose de mal. Lemaire apprit également que Kevin Garnier se cachait dans la zone des entrepôts, et lui et d'autres policiers allèrent le chercher. Ils trouvèrent des éléments qui indiquaient que Kevin avait été dans certains des bâtiments, comme des endroits où il avait dormi et des choses qu'il avait volées. Bernard trouva Kevin dans un hôtel près de la périphérie de la ville où le jeune homme était avec une fille qui semblait encore plus jeune que Florence. Lorsque Bernard les vit ensemble, il se mit très en colère. Il attendit sur le parking de l'hôtel que Kevin sorte seul, puis s'approcha de lui. Kevin était grossier et ne semblait pas désolé de ce qu'il avait fait. « Votre fille l'a bien cherché, dit-il. Elle voulait qu'on lui donne une leçon. » Bernard frappa Kevin et ils se battirent sur le parking. Kevin était fort et méchant, mais Bernard était en colère et triste. Lorsque Kevin essaya de s'enfuir sur sa moto, Bernard tira sur le pneu avant et Kevin se cracha. L'inspecteur Lemaire arriva à l'hôtel alors que Kevin essayait de s'enfuir dans les bois. Lemaire poursuivit les 2 hommes, appelant à l'aide alors qu'ils couraient à travers les arbres et les buissons. « Arrêtez-vous, Bernard !» cria Lemaire. « Cela ne ramènera pas Florence. » Bernard s'arrêta et se tourna pour faire face à l'inspecteur. « Ils ont ruiné ma fille, dit-il, sa voix se brisant. Ils ont filmé ça, ils en ont ri et ils s'en seraient tirés. La loi les aide parce qu'ils sont jeunes, mais qu'en est-il de mon enfant ?» Lemaire savait ce que Bernard ressentait, mais il ne pouvait pas le laisser faire quelque chose de mal. « Je sais que la loi n'est pas parfaite, dit-il, mais ce n'est pas la solution. Laissez-nous nous occuper de Kevin. Laissez les tribunaux décider. » « Les tribunaux ?» Bernard se mit à rire. « Ils lui donneront quelques années dans une prison pour jeunes, peut-être des travaux d'intérêt général. Il sera libre avant que Florence n'ait fini le lycée. » Kevin écoutait derrière un arbre. Il sauta et essaya d'attraper Bernard, espérant s'emparer du pistolet. Pendant qu'il se battait, le pistolet se déchargea et toucha Kevin à la poitrine. Lemaire sortit son arme et tira sur Bernard à l'épaule, le faisant lâcher le pistolet. Les 2 hommes tombèrent au sol, Kevin grièvement blessé et Bernard blessé mais toujours vivant. Alors que les sirènes se rapprochaient, Lemaire s'agenouilla à côté de Bernard, qui saignait mais était conscient. « Je suis désolé pour Florence, » dit Lemaire. « Vraiment, elle méritait mieux. » Bernard regarda l'inspecteur, les yeux remplis de larmes et de tristesse. « Je voulais juste qu'il paie pour ce qu'ils lui ont fait. Je voulais qu'il se sente aussi mal qu'elle. » Kevin Garnier mourut à l'hôtel des suites de la blessure par balle. Théo Martin fut reconnu coupable d'avoir enlevé Florence, de l'avoir torturée et de l'avoir tuée et fut condamné à 25 ans de prison. Bernard fut reconnu coupable d'avoir tué 2 personnes et fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 1 an plus tard, l'inspecteur Lemaire rendit visite à Bernard en prison. Le père endeuillé avait l'air beaucoup plus âgé, ses cheveux étaient maintenant gris et son visage montrait tout ce qu'il avait traversé. Ils s'assirent dans le parloir, parlant de Florence et de l'affaire qui avait changé leur vie. « Je pense à elle tous les jours, » dit Bernard doucement. « Je rêve d'elle, de la vie qu'elle aurait dû avoir, l'université, un travail, peut-être des enfants un jour. » Lemaire hocha la tête, sachant tout ce que Bernard avait perdu. « J'ai aussi une fille, » dit-il. « Elle a à peu près l'âge de Florence. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. »« Le pire, c'est de savoir que je l'ai laissée tomber, » dit Bernard. « J'étais censé la protéger, et je ne l'ai pas fait. Puis je l'ai laissée tomber à nouveau en devenant un meurtrier. » Lemaire regarda l'homme et vit non pas une mauvaise personne, mais un père qui avait été ruiné par la tristesse et le fait que la justice n'avait pas été rendue.
Vous avez fait ce que vous pensiez être juste, dit-il. Je ne peux pas dire que c'était bien, mais je comprends. En quittant la prison, le maire pensa à l'affaire qui avait changé sa façon de voir la justice et la vengeance. La mort de Florence avait causé beaucoup de mauvaises choses et avait amené les gens à se demander si la loi était suffisamment efficace pour protéger les gens. La zone des entrepôts où Kevin s'était caché fut démolie et transformée en parc. Un petit panneau près de l'entrée était dédié à Florence et aux autres personnes qui avaient été victimes de crimes violents, afin de rappeler aux gens le coût de ces mauvaises actions. Bernard passa le reste de sa vie en prison, ne demandant jamais à être libéré ni n'essayant de faire appel. Il aida d'autres prisonniers à comprendre ce qui se passe lorsque les gens utilisent la violence et combien il est important de trouver des moyens pacifiques de résoudre les problèmes. Son histoire montra à quel point la vengeance peut être mauvaise et combien la loi doit être améliorée. L'inspecteur Lemaire continua à travailler comme policier, utilisant ce qu'il avait appris de l'affaire Florence dans chaque enquête. Il aida les personnes qui avaient été victimes de crimes et essaya d'améliorer les choses pour les jeunes qui faisaient de mauvaises choses, dans l'espoir d'empêcher de mauvaises choses de se produire à l'avenir. Les gens se souvinrent de Florence, une fillette joyeuse qui avait été enlevée trop tôt par les mauvaises actions des gens. Sa mort amena les gens à modifier les lois concernant les jeunes et à protéger les personnes qui avaient été victimes de crimes, afin que sa vie ait une signification positive au lieu de n'être qu'une triste histoire. En fin de compte, la violence avait blessé de nombreuses personnes, laissant une communauté qui n'oublierait jamais le dernier trajet en bus de la fillette sous la pluie.